Il aime les dorures et Emmanuel Macron va lui en donner. Donald Trump est donc invité ce soir pour un dîner à Versailles. Et il n'a pas boudé son plaisir hier au G7 d'Évian. Vous l'avez entendu, Versailles, c'est pas du plaqué or, c'est du lourd. C'est ce qu'a dit le président américain. Lui qui a redécoré à la Maison-Blanche justement en y ajoutant des dorures en plaqué or. Pour le coup, après son retour donc à Washington au pouvoir en 2025, il va en prendre plein les mirettes. Et Emmanuel Macron a bien besoin de cajoler son allié américain. On en parle de cette nouvelle séquence très diplomatique ce soir avec nos invités. Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints. Grégory Portet, vous êtes professeur à l'ISP HEIP, vous êtes spécialiste de droit constitutionnel américain. Bonjour. Bonjour. Nos spécialistes maison nous ont rejoints. Yael Gauss pour la politique. Bonjour Yael. Bonjour Flore. Bonjour et François Bedonnet de nouveau pour les questions internationales. Rebonjour à vous. Et puis à distance avec nous, Sébastien Boussois. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques et directeur de l'Institut géopolitique européen, auteur de ce livre justement, Donald Trump, Retour vers le futur aux éditions Mareuil. Et puis un autre livre signé cette fois Richard Verly, Cette Amérique qui nous déteste aux éditions Nevicata. Bonjour Richard, vous êtes en direct du G7 d'Évian, correspondant français Europe pour le média suisse Blick.fr. Emmanuel Macron, on l'a compris, utilise avec cette invitation un langage qui parle évidemment à Donald Trump, le langage du luxe, du magnifique, du grandiose. Même on l'a vu dimanche encore pour son 80e anniversaire. C'était à Washington avec cette compétition de MMA dans les jardins du palais présidentiel. Il a tout compris à la psychologie de Donald Trump, Emmanuel Macron, en lui proposant cette invitation après le G7 ? Vraisemblablement oui. Dans la presse américaine, on parle d'ailleurs de la Trump diplomatie, c'est-à-dire cette façon qu'ont les chefs d'État d'essayer de séduire Trump. De la flagornerie, de la flatterie. Et d'ailleurs, on propose même des typologies selon que on est japonais. Shinzo Abe, on se souvient peut-être, dans son premier mandat, qui était venu, qui avait offert un club de golf. On a eu le chancelier allemand qui a offert un maillot de football floqué. On a MBS qui avait fait venir toute sa garde et qui l'avait accompagné. On pense aussi forcément à la réception à Buckingham Palace. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est installé avec Trump qu'on ne trouvait pas chez Joe Biden, mais je crois qu'il faut le dire, les réceptions des présidents américains à Versailles, c'est pas une nouveauté. C'est-à-dire qu'il y a eu Kennedy, je crois que c'était pas le plus important, parce que pour moi c'était Carter, c'était Giscard qui l'avait fait, mais c'est une longue histoire. Et, si je puis me permettre ce dernier mot, dans les médias américains, ils insistent sur le fait que Versailles, c'est pas n'importe quoi. Versailles, c'est aussi les 250 ans de l'indépendance. C'est là où on avait témoigné de notre soutien historique à l'indépendance. Donc, il y a une stratégie Macron, on pourra peut-être y revenir, mais il y a surtout une stratégie de l'ancrer dans l'histoire longue de 250 ans d'indépendance. Et c'est vrai que Versailles, c'est là que Louis XVI, qui avait reçu Benjamin Franklin en 1778, accorda donc un soutien militaire en faveur de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Et c'est aussi là que fut signé donc, le traité d'indépendance en 1783. Yael Gauss, tout un symbole pour Emmanuel Macron qui arrive à naviguer, c'est vrai, dans cette diplomatie trumpienne en sachant exactement ce qui va faire plaisir à son invité. Oui, la flatterie, c'est le rapport du faible au fort. Donc en fait, c'est une arme quand on n'est pas en situation de domination dans la relation bilatérale. Et pour Louis XIV, le roi Soleil, Versailles a été construit justement en vue d'avoir une vitrine diplomatique et d'en mettre plein les yeux, montrer la puissance du royaume français à ceux qui venaient le visiter. Donc finalement, la fonction n'a pas complètement changé, même si on est en monarchie républicaine, on est dans la même lignée. sous la Ve République. Ce qui est intéressant, c'est de reprendre le précédent de 2018, quand Donald Trump est invité à Paris pour le 14 juillet, qui a ce déjeuner ou ce dîner, je ne sais plus, à la Tour Eiffel, et qu'il y a aussi la visite du tombeau de Napoléon, donc on montre encore un empereur, un puissant, à un autre puissant vivant, et puis cette place centrale, place d'honneur dans le défilé du 14 juillet, qui donnera des idées d'ailleurs à Donald Trump en se disant les Français, ils ont quand même un beau défilé militaire, et si je faisais pareil, ce qui nourrira, comme pour l'Arc de Triomphe, ce qui nourrira les parades qui n'existaient pas à Washington et qui vont aussi se décupler pour les 250 ans de l'indépendance le 4 juillet. J'ajoute une chose dans la vitrine soft power française. La patrouille de France est depuis le 9 juin aux États-Unis, et vous avez déjà eu un survol de New York et de la Statue de la Liberté avec des fumées tricolores dans le ciel de New York. Et ça, la patrouille de France, c'est aussi une manière d'amener du soft power côté américain. Donc ça montre quoi ? Une amitié. Qu'est-ce qu'on obtient derrière ? C'est une autre histoire, mais il a gagné un truc, Emmanuel Macron, très important, c'est que Donald Trump ne quitte pas le territoire français avant ce soir, alors que
c'était pas gagné d'avance, qu'au Canada, il est parti en cours de route l'année dernière, qu'il n'est pas allé au bout du G7. Donc réussir à le faire rester et à lui faire parler, lui mettre le nez dans les autres dossiers, protection des mineurs, IA, réseaux sociaux, virus Ebola, il y a plein d'autres choses qui sont discutées Tout ce dont ils dans n'ont ce G7. pas eu le temps de parler. Et ça, c'est déjà bien de l'avoir réussi à le faire rester. Après, vous voyez à quel point les pincettes qu'il faut prendre avec ce personnage un peu sociopathe. Et on a encore vu, il y a quelques minutes, on l'a débriefé ensemble, François Baudonnet, ce tour de table avec Donald Trump qui arrive en dernier, qui dit « I'm the boss, je suis le patron ». On le revoit à l'image, on voulait peut-être même l'entendre quand il va s'installer. Mais oui. Voilà, et tout le monde qui rigole derrière, Donald Trump qui impose évidemment toujours un peu sa domination quelque part sur les autres. Au programme ce soir, donc, galerie des glaces, grandes eaux nocturnes, feux d'artifice, bref, la soirée s'annonce majestueuse pour un président qui a quand même entraîné le monde dans le chaos. C'est vrai que c'est habile de la part d'Emmanuel Macron d'essayer encore une fois de feindre sa victoire. Oui, alors il l'a déjà fait, Emmanuel Macron. Il avait invité Vladimir Poutine en mai 2017 à Versailles. Il se sert du château de Versailles un peu comme une annexe diplomatique, en fait. C'est comme si c'était un peu une ambassade, mais sur le sol français. Il y a des sommets européens qui se sont déroulés à Versailles, en particulier peu de temps après le début de la guerre en Ukraine. Donc oui, en effet, le président de la République, peut-être plus que certains de ses prédécesseurs, en tout cas, se sert du château de Versailles pour séduire, pour montrer effectivement la puissance de la France. Et alors, ça tombe particulièrement bien avec Donald Trump, parce qu'on sait que lui, il est très attiré effectivement par tout ce qui est dorure. On aurait dit à une autre époque bling bling, voilà. Et on sait ce qu'il essaye de faire à la Maison Blanche avec cette salle des fêtes absolument gigantesque. Et donc oui, ça lui convient particulièrement bien. Oui, c'est la folie des grandeurs, et c'est peut-être effectivement habile de la part du président français de lui proposer ça maintenant. Richard Verly, vous êtes en direct du G7, ce G7 qu'il n'a pas quitté, c'est vrai, par rapport au précédent au Canada. Il est resté jusqu'au bout, c'est une première victoire, et c'est vrai qu'il va être parachevé, ce sommet avec les grandes puissances, par les ors de Versailles. Donc quoi de plus somptueux pour Donald Trump? Il fallait bien ça pour le faire rester. Cela, il y aura la conférence de presse qu'Emmanuel Macron va donner aux alentours de 15h, après le déjeuner consacré à l'intelligence artificielle. Et là, je pense que le président de la République donnera tous les détails sur la manière dont il a réussi, en quelque sorte, même s'il n'utilisera pas le mot, à dompter Donald Trump. En tout cas, je peux vous dire que dans son entourage, on se félicite effectivement d'avoir réussi à conserver Donald Trump jusqu'au bout de ce sommet, mais plus que ça, à l'avoir fait signer, accepter les communiqués du G7, notamment celui sur l'Ukraine, qui était sans doute le plus compliqué à négocier avec les États-Unis. Alors après, Versailles dans tout ça, eh bien, ça a joué ce rôle, je dirais, dément. Donald Trump, il reste en France sans doute à cause de Versailles, mais il y a une autre signification qui nous a été donnée, c'est que Donald Trump, il a dans ce 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis le 4 juillet, par conséquent, il a besoin d'un récit historique, y compris vis-à-vis de son électorat américain. Et vous pouvez lui faire confiance, ces images de Versailles, elles s'intégreront dans les clips et dans le récit historique qui sera proposé aux Américains d'ici au 4 juillet avec cette cérémonie du 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Et pour la France, Sébastien Boussois, c'est aussi une manière d'affirmer son poids dans l'histoire et sa voix qui est censée encore porter. On a vu qu'au Moyen-Orient, on sort d'une séquence où on a été assez peu écouté, assez peu entendu, même si sans doute avec la mission commune avec le Royaume-Uni à Ormuz, eh bien, on va reprendre des couleurs. C'est aussi une manière pour Emmanuel Macron de montrer qu'on pèse encore, qu'on a toujours pesé et que c'est aujourd'hui encore le cas. Écoutez, j'ai envie de vous laisser croire à ça parce que j'ai l'impression que je vous trouve tous extraordinairement optimistes par rapport à cette visite. Je rappelle quand même que Donald Trump, effectivement, est reçu à Versailles. C'est quand même presque le minimum syndical, si je puis dire. Il est président de la première puissance mondiale. Il ne manquerait plus que de le recevoir dans un Mercure ou un Ibis du coin. Versailles est tout sauf le luxe qu'aime habituellement en réalité Donald Trump. Il aime le kitsch, il aime la mauvaise dorure. Versailles, c'est au contraire un écrin et je pense que c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant parce que comparer le mauvais goût de Donald Trump avec Versailles, ça me paraît quand même un peu un raccourci facile. On le voit, peut-être qu'alors il aurait mieux valu le recevoir, je dirais, à Disneyland. Trêve de plaisanterie. Je pense que quand on dit que l'on a compris la manière dont fonctionnait Donald Trump, c'est aussi
pas forcément non plus quelque chose de très juste en réalité, parce que vous savez très bien qu'un événement chasse l'autre avec Donald Trump, que demain il sera reparti et qu'il reviendra de la même manière sur sa pseudo-amitié avec Emmanuel Macron, et que même s'il est reçu comme un prince, ce n'est pas une démonstration de force de la France, c'est le chant du cygne. Nous ne pesons plus grand-chose. L'Europe ne pèse plus face au concert des nations d'aujourd'hui, que ce soit les BRICS, que ce soit les pays du Sud, que ce soit les pays vers lesquels se tourne l'Amérique aujourd'hui, y compris dans un rapport de force, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement tendu, que ce soit la Russie, la Chine ou l'Iran. Donald Trump discute avec des gens qui parlent le même langage que lui, celui du rapport de force. Ce n'est plus le cas de la France, ce n'est plus le cas de l'Europe. J'aimerais croire qu'effectivement, ce repas et ce dîner flonflon et je dirais guirlande et dorure puissent avoir une influence, puissent permettre à Emmanuel Macron encore de peser. Mais il me semble qu'il y a des élections présidentielles l'année prochaine. Il me semble qu'il y a quelques semaines, Donald Trump a dit qu'Emmanuel Macron, de toute façon, allait bientôt partir. Donc, il faut quand même garder en tête que ce qui a été dit hier, notamment, par exemple, sur la sensibilisation auprès de Donald Trump de l'importance de régler la question du dossier russo-ukrainien, il rentrera à Washington et il passera à autre chose. Et ça sera la même chose avec Versailles. Mais ça reste des images fortes qui sans doute auront toute leur place dans le narratif, c'est vrai, déroulé par Donald Trump. Emmanuel Macron se défend d'ailleurs que ce soit un dîner de gala. Lui parle d'un dîner qui va être sérieux, un dîner de travail sobre entre les délégations des deux présidents. Coup d'œil dans le rétro peut-être pour voir à quoi ressemblaient les précédentes réceptions à Versailles avec Clément Velrenal. Depuis des lustres, le faste royal du château de Louis XIV est un outil précieux de la diplomatie républicaine. On a pu voir le général de Gaulle et Madame Kennedy. En juin 1961, le général de Gaulle y a reçu le couple Kennedy. En 1972, la reine Élisabeth II d'Angleterre y fut invitée par Georges Pompidou. En 1990, lors de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, François Mitterrand y organisa une grande soirée, ballets et banquets pour George Bush, Mikhaïl Gorbatchev, Margaret Thatcher et Helmut Kohl. Même le sulfureux colonel Kadhafi a eu droit en 2007 à la Galerie des Glaces. Quand on rentre dans ce château, on ne peut qu'être ébloui par tant de beauté. Dernier visiteur en date, et non des moindres, le roi Charles III d'Angleterre. Voilà, des images effectivement toujours intéressantes à revoir quand les opposants d'Emmanuel Macron lui disent « vous êtes en train d'essayer d'amadouer le président américain ». Il y a quand même vraiment de ça. On sait que c'est un goût de toute manière, le luxe qu'il partage avec le président américain. Et Emmanuel Macron, lui aussi, les élections, c'est terminé pour lui la fois prochaine. Il part dans un an, c'est un peu son barreau d'honneur. Oui, c'est un peu son dernier feu d'artifice, mais attention à l'effet boomerang, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des résultats derrière, pas juste un communiqué le classique et qui n'engage à rien d'un G7 habituel. Il faut que ça suive derrière, il faut qu'il y ait de l'engagement sur l'Ukraine, il faut qu'il y ait peut-être aussi des choses sur l'IA, puisque nous sommes maintenant blacklistés par les États-Unis vis-à-vis des ressources d'Anthropic, ce fleuron américain de l'IA. Donc là aussi, il y a un problème de multilatéralisme qui ne se fait pas, de collaboration qui ne se fait pas entre nos puissances. Et puis, il y a un grand impensé de tout ce cérémonial, c'est les questions climatiques. Elles ont été volontairement gommées de l'ordre du jour de ce G7 pour justement ne pas braquer Donald Trump, qui est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de carbone au monde. Grégory Portet. Je crois aussi qu'il est important de rappeler qu'on a eu un accord qui avait été imaginé et qui a été validé par le Parlement européen sur la question des droits de douane. Or, on a une espèce de convergence. On va recevoir Trump qui voulait absolument cet accord sur les droits de douane, qui est validé au niveau du Parlement européen. Et je dirais, si on veut parler d'amadouer, vu que c'était le mot, oui, effectivement, on le caresse peut-être dans le sens du poil. Ensuite, deuxième chose, la réception au Palais de Versailles, pour moi, il faut quand même il faut pas toutes les mettre dans la même catégorie. Il y a la visite d'État, style Charles III, etc., qui a une grande réception diplomatique. Il y a la petite réunion de travail qui peut se faire et qui s'est faite historiquement, mais qui s'est faite même pour certains chefs d'État américains au petit Trianon. Voilà. Et là, il y a une grande réception. Alors, est-ce que ça va être un dîner d'État ? On va affiner ceci, mais on en parlait tout à l'heure. L'Élysée dit que ce n'est pas un dîner de gala, déjà. Parce que lorsqu'on était en 1978, on avait reçu le président de l'époque avec 4000 invités. C'est pas la même dimension que de recevoir Trump pour parler sur des sujets. Et vous l'avez dit, les grands absents, c'est l'enjeu climatique. Le grand présent pour Trump, c'est forcément son accord sur les droits de douane.
je voudrais rappeler quand même quelque chose. Aujourd'hui, les États-Unis remboursent tous les mois à peu près entre 22 et 25 milliards de droits de douane. Et on a maintenu, à titre provisoire et jusqu'au 24 juillet, des droits de douane de 15% sur un certain nombre de produits. Donc, en fait, on a un gros sujet qui, pour Trump, est une question majeure, qui est sa question des droits de douane. Et puisque vous parlez des droits de douane, il y a quand même un hiatus énorme, Flore, c'est par rapport au grand cru que va pouvoir déguster Donald Trump ce soir à Alors, Versailles. il ne boit pas d'alcool. Alors qu'il nous a menacé tout en menaçant d'augmenter de mettre 100% les droits de douane. droits. Et alors ça, si jamais c'est mis à exécution, Justement. le tout ça pour ça d'Évian, du Lac, du Luxe et du Faste de Versailles, attention au boomerang. Il ne Mais boit pas d'alcool, Mais si je puis justement, me je permettre. trouve que pardon. c'est intéressant parce que, comment dire, savoir si ce G7 est un succès, si c'est bien que ce soir Donald Trump soit au château de Versailles. Bon, effectivement, il faut, comment dire, limiter la portée à la fois du G7 et du château de Versailles, même si d'ailleurs il ne faut pas les mettre au même niveau. Mais il y a quand même des choses qui ont été gagnées, je dirais, lors de ce G7 à Évian. Et en creux, souvenez-vous, juste avant l'arrivée de Donald Trump à Évian, il avait menacé dans une interview à un journal américain de mettre 100% de droits de douane sur les vins français. Emmanuel Macron, à la télévision, avait répondu en disant non, ça ne se passera pas comme ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui ne veut pas dire que dans Air Force One, en rentrant, Donald Trump ne va pas faire un tweet assassin. Mais ça, c'est déjà une forme de succès pour Emmanuel Macron. Et puis surtout, moi, je pense que ce qui est important et ce qu'il faut retenir de ce G7, c'est la signature de Donald Trump au bas du communiqué final en soutien à l'Ukraine. Ouais. On va y revenir à partir de midi et demi. C'était quand même c'était pas gagné. Pas du tout gagné. Donc là, ça, je pense que c'est un vrai succès pour tous ceux qui ont participé au G7 et en particulier pour les Européens. Il y a une chose dont on n'a pas parlé quand on parle de Versailles et des réceptions qui peuvent s'y tenir, c'est les sommets de Choose France. Initié par Emmanuel Macron avec les entrepreneurs et investisseurs du monde entier pour les attirer justement. Il a la double casquette, Donald Trump. Certes, c'est l'homme le plus puissant du monde parce qu'il est à la tête des États-Unis. C'est aussi un entrepreneur. En l'occurrence, c'est pas anodin de l'envoyer entre guillemets à Versailles. La mission de Choose France, c'était également celle-là, d'attirer des investisseurs étrangers en France. Et d'ailleurs, on reste le premier pays en Europe où les investissements se font. Pas en nombre d'emplois, mais en nombre d'investissements. Oui. Donc là, vous avez effectivement la même stratégie diplomatique de l'apparat, de la vitrine, du soft power qu'utilise... D'ailleurs, ça me gêne de dire soft power pour parler de Versailles. Il faudrait dire le pouvoir doux de la diplomatie française pour séduire à la fois les milieux économiques et politiques. Et Trump est à la charnière des deux. C'est d'abord un grand patron, c'est d'abord un investisseur, Trump Tower et compagnie. Et ça viendra couronner une journée à Évian. Richard Verly, vous y êtes, qui voit aussi les relations franco-américaines, mais sous l'angle de la tech, avec la tech mondiale, avec les Américains, Sam Altman d'OpenAI, Dario Amodei d'Anthropic ou encore le français Arthur Mensch, qui sont tous présents et qui sont aussi des investisseurs potentiels chez nous en France. Oui, alors sur ce terrain de l'intelligence artificielle et globalement du numérique, Donald Trump, il a été très clair dès son arrivée, puisque au moment où il menaçait donc de 100% de droits de douane sur les spiritueux, il disait aussi il est hors de question que la France ou l'Union européenne taxent les géants du numérique américain. Donc là, sa ligne, elle est claire et a priori, il ne peut pas dévier durant le déjeuner. Il veut s'assurer que les États-Unis gardent leur longueur d'avance en matière d'intelligence artificielle sur la Chine, bien sûr, mais il veut s'assurer aussi que l'Union européenne ne met pas en place une stratégie, j'allais dire, de reconquête numérique. Et là, pour le coup, le potentiel de division, le potentiel de pugilat diplomatique, c'est assez important. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est ce que répondent les PDG de l'IA, notamment celui d'Anthropic, puisque une partie de ces moteurs de recherche sont désormais réservés aux Américains. Mais sur le fond, Donald Trump, il est aussi un peu énervé parce qu'il y a eu récemment l'investisseur japonais, le géant du numérique japonais, Masayoshi Son, qui a annoncé 45 milliards d'euros d'investissement en France jusqu'en 2031. Le même Masayoshi Son avait, en janvier 2025, promis 100 milliards aux États-Unis. Donc je pense que dès son retour aux États-Unis, Donald Trump va sans doute essayer de faire le ménage. Il veut tout faire, Trump, pour que les géants de l'IA donnent aux États-Unis cette pole position qu'il n'entend absolument pas négocier.
Sébastien Boussois, c'est vrai que Donald Trump est attendu à l'issue de ce G7. Comme le disait François Bedonnez, c'est vrai qu'il y a Versailles d'un côté, le G7 de l'autre. On ne peut pas les mettre au même niveau, mais malgré tout, c'est ce timing qui interroge et c'est ce qui fait qu'Emmanuel Macron va pouvoir aborder ce soir des sujets qui ont été complètement éclipsés. Oui, et puis il le dit, I'm the boss. On voit à quel point l'Europe continue à évidemment être extraordinairement dépendante des États-Unis, une dépendance qu'on a cherchée, ou en tout cas qu'on n'a absolument pas tenté d'éviter, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit industrielle, et on se retrouve effectivement avec ces droits de douane, mais surtout qu'elle soit aujourd'hui numérique, quand on le voit avec tous ces géants de la tech et de l'IA qui, rappelez-vous, avant étaient plutôt à voter démocrate et qui maintenant ont complètement fondu dans le camp républicain derrière Trump. Donc on voit encore à quel point, évidemment, les États-Unis face aux autres géants du monde, notamment en numérique, face à la Chine, cherchent à continuer à peser et à avoir du contrôle. Et il est clair qu'aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, pour être respecté, il faut être craint, et c'est quelque part ce que Donald Trump tente encore d'incarner au nom des États-Unis, voire au nom des Occidentaux. C'est cette toute-puissance, même s'il y a des failles diverses et variées, et qu'il montre à quel point encore l'étendue de l'emprise et de la prise américaine, sans jeu de mots avec le numérique, a évidemment encore de beaux jours devant lui. Et nous, on est du coup dans une situation où on est effectivement un peu à la traîne. Et ça reste quand même un vrai problème. Et je dis à chaque fois que si au moins Donald Trump, par ses facéties, ses excès, ces changements ou d'humeur ou de stratégie pouvaient enfin nous permettre de nous réveiller en termes d'autonomie, aujourd'hui, ça éviterait probablement à l'Europe d'être juste une puissance d'illusion, même si économiquement elle est puissante, elle reste quand même encore trop peu souveraine de bon nombre de secteurs. Et dans la guerre de tout ordre aujourd'hui, de toutes ces guerres asymétriques, qu'elles soient économiques, politiques, de communication et autres, on est encore trop à la traîne. Et je crois que du coup, on a cet effet miroir, et qu'un jour, on remerciera au moins Donald Trump pour ça, même s'il nous aura bien cassé les pieds, si je puis dire, pendant 4 ans.